a tous déjà vécu ça, c'est presque un rite de passage en fait dans la vie en société. Ah oui, totalement. Imagine la scène. On est au beau milieu d'une réunion de travail qui dérape un peu. Ou alors autour d'une table pendant un repas de famille bien tendu. Le grand classique du repas de famille. Voilà, le classique. Ou même juste affalé dans le canapé en train de regarder un débat à la télé. Et là, sous nos yeux, il se passe toujours la même dynamique. Et c'est hyper frustrant. C'est-à-dire que la personne la plus bruyante prend toute la place. Exactement. La plus bruyante, la plus agressive et très clairement la moins bien informée du groupe finit par écraser l'échange. Elle triomphe. Elle laisse son adversaire totalement sans voix. Et le pire, c'est que le public autour a l'air complètement convaincu de sa victoire. Mais c'est à s'arracher les cheveux. Aujourd'hui, notre exploration s'attaque vraiment en profondeur à ce phénomène précis. Notre point de départ, c'est un petit chef-d'œuvre à la fois cynique, brillant et d'une lucidité redoutable. Un texte qui n'a pas pris une ride d'ailleurs. C'est ça. C'est écrit vers 1830 par le philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Le titre annonce direct à couleur, c'est « L'art d'avoir toujours raison ». Aussi connu sous le nom un peu plus intimidant de dialectique héristique. Notre mission pour cette analyse, elle est simple. On va décoder ensemble les rouages intimes de la mauvaise foi. L'idée, c'est de fournir une vraie grille de lecture pour comprendre comment et pourquoi les victoires intellectuelles sont si souvent manipulées. C'est indispensable aujourd'hui. Et c'est vraiment pensé pour quiconque a envie de piger rapidement, mais en profondeur, les dynamiques de pouvoir cachées dans n'importe quelle conversation, sans se noyer dans du jargon philosophique indigeste. Mais avant de plonger les mains dans le moteur, j'ai une question fondamentale. Je t'écoute. Pourquoi est-ce que fondamentalement, l'être humain préfère presque toujours sauver la face et donner l'impression d'avoir raison, plutôt que d'admettre une erreur et de chercher honnêtement la vérité? Alors là, c'est la question centrale en effet. Et pour y répondre, il faut d'abord poser le cadre de ce que pensait l'auteur. Il fait une distinction immédiate et vitale entre deux concepts qu'on a trop souvent tendance à mélanger. Lesquels du coup? La logique d'un côté et la dialectique de l'autre. Pour faire simple, la logique, c'est la science de la pensée pure. C'est la méthode de la raison quand elle est laissée à elle-même dans le calme. C'est la recherche totalement objective de la vérité. Donc la logique, c'est quand on est seul devant une feuille de papier ou dans un labo et qu'on cherche à comprendre comment le monde fonctionne. Sans personne pour nous contredire, en fait. Exactement. C'est froid, c'est mathématique. La dialectique, en revanche, est plus spécifiquement ce que l'auteur appelle la dialectique héristique. C'est l'art de la controverse. C'est l'art de débattre avec un seul but en tête. Gagner. Juste gagner. Peu importe qui a objectivement raison au fond. L'objectif, c'est de l'emporter par tous les moyens, qu'ils soient justes ou injustes. Et pourquoi on a développé un tel art, Inès ? La réponse de l'auteur est pas très flatteuse pour notre espèce. Ça m'étonne pas. Elle réside dans la nature humaine elle-même, qui serait profondément marquée par la vanité. Une vanité qui s'accompagne très souvent d'une envie irrépressible de parler et d'une mauvaise foi presque innée. C'est vrai qu'on a tous un peu ce réflexe de parler avant même d'avoir fini de formuler notre pensée des fois. Tout à fait. Il observe que les humains parlent avant de réfléchir, et le drame se joue à l'instant où, en plein milieu d'une phrase, on s'aperçoit que ce qu'on est en train de dire est faux ou illogique. Et là, on panique. Voilà. À ce moment précis, au lieu de s'arrêter et de dire « Ah, je me suis trompé », notre vanité prend le volant. L'ego supporte pas que l'adversaire puisse avoir le dessus, surtout sur le plan de l'intellect. L'intérêt pour la vérité qui était peut-être là au début de la discussion, il disparaît. Instantanément, il est remplacé par l'intérêt de la vanité. On est alors poussé presque instinctivement à utiliser toutes les ruses possibles pour paraître victorieux. On espère même dans un coin de notre tête que notre argument tout cassé finira par s'avérer juste par un heureux hasard à la fin du débat. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que l'image qui est employée dans le livre pour illustrer ça, elle est tout simplement parfaite. La métaphore centrale, c'est que la dialectique est une forme d'escrime intellectuelle. C'est une image très parlante. Ouais, je trouve ça génial, parce que ça change complètement notre façon de voir un débat. Imagine deux personnes qui croisent le fer dans un duel à l'épée. Au milieu de l'assaut, l'arbitre va pas mettre le combat en pause pour se demander lequel des deux escrimeurs a moralement le droit de gagner ou qui défend la cause la plus noble. Non, ce n'est pas du tout le sujet. On regarde juste les attaques, les feintes, les parades. Le but, c'est de toucher l'autre et d'esquiver ses coups. Si on voit le débat sous cet angle, on oublie toute cette quête vertueuse de la vérité. Ça devient un pur rapport de force mentale, un sport de combat. Ce qui est fascinant ici, c'est l'honnêteté brutale, presque chirurgicale avec laquelle l'auteur aborde le sujet. Il met la morale à la poubelle dès les premières pages. Ce n'est pas un manuel pour devenir une bonne personne.
C'est sûr. C'est un catalogue, un inventaire de techniques de combat mental. Et pour continuer sur cette métaphore de l'escrime, il nous explique que dans cette arène, toute attaque vise forcément l'une de ces deux cibles. La première, c'est d'attaquer la thèse de l'adversaire, dans l'absolu. Ce qu'il appelle l'attaque ad rem, je crois. C'est ça, l'attaque ad rem. On essaie de prouver que ce que dit l'autre est faux par rapport à la réalité objective. D'accord. Donc ça, c'est l'attaque classique, en fait. On dit les chiffres montrent le contraire, par exemple. Mais la deuxième cible, c'est quoi, Ève? La deuxième est beaucoup plus sournoise. C'est l'attaque ad hominem ou ex concessis. Et là, il faut bien comprendre la nuance. Il ne s'agit pas de prouver que la thèse est fausse dans l'absolu, il s'agit d'utiliser les propres croyances de l'adversaire, son groupe d'appartenance ou ses contradictions passées pour détruire son argument. Attends, donc ad hominem, c'est pas juste insulter quelqu'un, Mhm. parce qu'on entend souvent ce terme utilisé comme ça aujourd'hui dans les médias. Non, c'est une dérive moderne du terme. L'attaque ad hominem, c'est plutôt fouiller dans le passé de la personne pour trouver une contradiction. Ah, genre ressortir un vieux message sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, mais il y a 5 ans, tu disais l'inverse ». Exactement. Dans ce cas, on ne démontre pas que la personne a tort sur le sujet débattu aujourd'hui. On démontre simplement que sa position est intenable, pour elle spécifiquement, compte tenu de ce qu'elle a déjà admis ou fait par le passé. C'est une distinction redoutable. C'est la fondation de la plupart des stratagèmes d'esquive et de contre-attaque qui remplissent le livre, en fait. Tout à fait. Et ces stratagèmes, parlons-en, parce qu'ils font preuve d'une ingéniosité machiavélique qui fait presque peur. Allons piocher quelques exemples concrets dans le texte, parce que c'est vraiment là que la théorie prend vie. Prenons le tout premier stratagème abordé, le stratagème de l'extension. Un de mes préférés. Le concept est diaboliquement simple. Il s'agit d'écouter la thèse de l'adversaire, puis de la répéter en l'étirant, en l'élargissant bien au-delà de ses limites. Pourquoi? Parce que plus une idée est générale, plus elle offre de surface pour être attaquée. C'est une technique de déformation très courante. C'est comme élargir la cible avant de tirer. Et l'anecdote pour illustrer ça est super drôle. Imagine une conversation de salon mondain. Quelqu'un affirme très sérieusement « Les Anglais sont la première nation en matière de dramaturgie ». Et là, l'adversaire de mauvaise foi ne va pas s'amuser à débattre des mérites de Shakespeare ou du théâtre élisabétain. Non, il va répliquer du tac au tac en élargissant le concept de dramaturgie. Il va dire « Mais enfin, il est de notoriété publique que les Anglais sont catastrophiques en musique et donc par conséquent, ils sont mauvais en opéra. » Et le piège se referme. Exactement. En forçant le mot dramaturgie à englober toute forme de représentation théâtrale, y compris la musique et l'opéra, l'adversaire vient de créer une faille gigantesque de toutes pièces. Il s'y engouffre et le public a l'impression qu'il a remporté le point alors qu'il a complètement changé les règles du jeu en cours de route. C'est d'une mauvaise foi absolue. C'est de la mauvaise foi, oui, mais c'est redoutablement efficace. Et ce mécanisme de distorsion devient encore plus théâtral et même destructeur quand il y a un public qui assiste au débat. Ah, le public, ça change tout. Ça nous amène à une autre technique majeure, le stratagème du public. L'idée est simple. Si on débat devant une audience qui ne maîtrise pas le sujet, on ne cherche plus du tout à convaincre son adversaire. On cherche à séduire la galerie. L'auteur donne un exemple géologique qui est brillant d'actualité. Vas-y, raconte. Imagine un expert scientifique très sérieux qui explique patiemment que les chaînes de montagnes se sont formées il y a très longtemps, à une époque où la roche était en fusion à 250 degrés Celsius, tout en étant recouverte par la mer. Jusque-là, ça ressemble à un documentaire d'Arte très classique. Oui, mais face à lui, un débatteur malin qui n'a strictement aucun argument scientifique à opposer va répliquer avec une objection complètement farfelue, mais qui sonne comme du bon sens pour les gens dans la salle. C'est le fameux bon sens populaire. Voilà, il va s'esclaffer et dire « Mais voyons, mon cher ami, à 100 degrés, la messe se serait évaporée depuis bien longtemps. » Et là, l'auditoire rit. Le public, qui ne connaît pas les subtilités de la thermodynamique, se range de son côté. Ah, la fameuse punchline qui tue le débat. Mais c'est terrible pour l'expert. Que peut-il faire face à ça? Presque rien. Et c'est ça la tragédie. Pour expliquer que le point d'ébullition de l'eau dépend de la pression atmosphérique et qu'au fond de l'océan, l'eau reste liquide même à 250 degrés, il faudrait qu'il se lance dans un cours de physique complexe. Face à un public impatient qui vient de rire, c'est perdu d'avance. Le temps qu'il pose ses craies au tableau, son adversaire a déjà raflé la mise. C'est l'apparence de la vérité, emballée dans un bon mot, qui triomphe sur la vérité scientifique. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on réalise à quel point dans l'esprit humain, la forme écrase le fond. Et cette primauté de la forme, on la retrouve partout, surtout dans l'utilisation des mots eux-mêmes. C'est le stratagème 12, le pouvoir terrifiant du vocabulaire et des métaphores. Un outil de manipulation massif. L'auteur nous montre que les mots ne sont jamais neutres. Ce sont des armes silencieuses. Selon le camp auquel on appartient, on va choisir un mot plutôt qu'un autre pour décrire exactement la même chose.
Et ce mot va dicter au cerveau ce qu'il doit penser avant même qu'un véritable argument ne soit posé sur la table. C'est ce qu'en rhétorique on appelle une pétition de principe cachée. On glisse la conclusion désirée directement dans le choix du mot. Voilà. Le livre donne des exemples frappants. Si un groupe politique propose une nouvelle loi, ses partisans vont appeler ça une innovation. C'est lumineux, c'est le progrès, c'est positif. Leurs opposants, eux, vont parler d'une dérive ou d'un bouleversement dangereux. Là où l'un voit de la piété, l'autre dénonce de la bigoterie. Exactement. Celui qui défend ses positions se pose en gardien de l'ordre établi, pendant que son adversaire le traite de défenseur de préjugés désuets. On le voit tous les jours dans l'actualité, hein. On va parler d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'un côté et de licenciement massif de l'autre. Le vocabulaire prémâche le travail en effet. Le cerveau du public a déjà choisi son camp, juste grâce à un adjectif. C'est fou. Et si on relie cela à la vue d'ensemble de la psychologie, on comprend pourquoi notre cerveau se laisse piéger si facilement. C'est par économie d'énergie. L'être humain est souvent paresseux intellectuellement. Et cela explique la puissance dévastatrice d'un autre stratagème abordé. L'appel à l'autorité. Ah, l'argument d'autorité. L'auteur dresse un constat philosophique un peu amer. Il rappelle que l'immense majorité des gens préfèrent croire plutôt que de juger par eux-mêmes. Il cite même le philosophe antique Sénèque qui disait que chacun préfère s'en remettre à l'opinion d'autrui plutôt que de fournir l'effort douloureux de réfléchir. C'est vrai que vérifier des faits, analyser des données, ça demande une énergie folle. Il est beaucoup plus simple de faire confiance à quelqu'un qui a l'air de savoir de quoi il parle. Précisément. Et c'est là qu'on trouve l'une des histoires les plus savoureuses du livre. C'est l'histoire d'un curé français à qui la loi ordonnait de paver la portion de rue située devant chez lui, comme tous les autres citoyens. Mais il refusait catégoriquement de payer pour ses travaux, je parie. C'est ça, il est convoqué par le conseil municipal. Au lieu de se lancer dans une plaidoirie juridique complexe ou d'argumenter sur ses finances, il se tient bien droit devant les conseillers et il déclame avec un aplomb incroyable une phrase en latin « Paveant, illi, ego non pavebo ». Attends, mais ça ne veut rien dire, c'est juste un jeu de mots avec le verbe paver. Non. Absolument, c'est un jeu de mots absurde du faux latin qu'il fait passer pour une citation biblique solennelle. Qu'il pave, moi je ne paverai pas. C'est magique. Mais le conseil municipal, complètement impressionné par ce vernis d'érudition et terrifié à l'idée de passer pour des ignorants en avouant qu'ils ne comprenaient pas le latin, lui a donné raison. Ils l'ont laissé tranquille. C'est exceptionnel. C'est une métaphore parfaite de la manière dont l'opinion publique se forge. L'auteur compare le public à un troupeau de moutons qui suit fidèlement le grelot du meneur. Une opinion devient la norme non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que 2 ou 3 personnes influentes l'ont adoptée et que la paresse pousse le reste de la société à suivre le mouvement pour ne pas avoir l'air idiot. C'est fou de se dire qu'un peu d'assurance et une citation qui sonne bien peuvent terrasser n'importe quel argument rationnel. Mais tu sais, ce n'est même pas la pire des techniques. Il y a une arme fatale dans ce livre, le stratagème 35. Le stratagème ultime. Ouais, celui qui, lorsqu'il est utilisé, rend tous les autres totalement inutiles. C'est la démonstration glaçante que nos convictions ne pèsent pas bien lourd face à nos intérêts. L'idée, c'est de laisser tomber l'intellect de l'adversaire et de viser directement son portefeuille ou sa position sociale. Faire primer l'intérêt sur la raison. L'exemple donné est limpide. Imagine un riche propriétaire terrien en Angleterre qui possède un grand élevage de chevaux. Un jour, il se met en tête de défendre les nouvelles machines agricoles à vapeur. Il a des arguments économiques en béton, de grandes théories sur le progrès humain. Un discours philosophique inébranlable a priori. Inébranlable, oui. Jusqu'à ce que son adversaire se penche vers lui et lui fasse remarquer avec un petit sourire que très bientôt, ces mêmes machines à vapeur vont être adaptées pour les transports. Et que par conséquent, le prix de ses propres chevaux, ceux qui font sa fortune, va s'effondrer. Que se passe-t-il alors ? C'est le revirement total. En une fraction de seconde, adieu les grandes théories sur le progrès de l'humanité. Le propriétaire lâche son opinion brillante comme on lâche une casserole d'eau bouillante. Pourquoi ? Parce qu'une simple menace sur nos intérêts financiers ou sociaux écrasera toujours, sans la moindre pitié, des tonnes d'arguments logiques. C'est le triomphe de la survie personnelle sur l'intelligence pure. C'est un constat qui peut paraître très sombre, c'est certain. On a l'impression d'être condamné à la manipulation. Mais il faut vraiment dépasser cette première impression de cynisme. Ah oui, le but, c'est pas de nous déprimer. Non, l'objectif de décortiquer tous ces mécanismes, ce n'est pas de se dire que tout le monde est pourri. Au contraire, c'est d'en tirer une sagesse défensive très concrète.
Ce catalogue d'astuces a une valeur pratique immense dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi on passe du temps à analyser les pensées grinçantes d'un philosophe du 19e siècle? Tout simplement parce que ces concepts forment une trousse de secours mental incroyable. Une trousse de premiers soins pour l'esprit, oui. Pensez-y, que ce soit pour survivre à une culture d'entreprise toxique, avec des collègues de mauvaise foi, pour ne pas se faire avoir lors d'une négociation commerciale, ou simplement pour regarder le journal télévisé sans se faire laver le cerveau par des discours politiques creux, savoir identifier qu'un débatteur utilise le stratagème de l'extension ou l'appel au public, ça permet de ne pas tomber dans le piège. On est d'accord, ce livre n'est pas un manuel de formation pour devenir un affreux manipulateur. Pas du tout. C'est un gilet pare-balles intellectuel. C'est fait pour désarmer ceux qui polluent nos échanges avec leur ego. Mettre un nom sur la manipulation, c'est déjà s'en libérer. Et cette dimension pratique d'autodéfense prend tout son sens quand on aborde le tout dernier stratagème du livre, qui est souvent l'ultime rempart du manipulateur coincé. L'attaque personnelle, ce fameux argument ad personam. Le classique quand on n'a plus rien à dire. L'auteur remarque que lorsque l'adversaire est acculé, lorsqu'il sent qu'il a définitivement perdu la bataille des faits et des idées objectives, il bascule. Il abandonne totalement le sujet initial pour devenir agressif, insultant ou vulgaire envers vous. C'est le passage direct de l'intelligence à la violence animale. C'est une réaction de défense basique. Face à cela, l'auteur ne recommande surtout pas de surenchérir. La seule parade valable, c'est de rester d'un calme absolu, presque olympien. Donc si quelqu'un commence à m'insulter parce qu'il a tort sur un dossier, je ne l'insulte pas en retour. Surtout pas. Il faut ignorer l'attaque personnelle et ramener inlassablement, froidement, la conversation sur les faits. Mais, et c'est là qu'on retrouve la touche de réalisme un peu fataliste du texte, l'auteur avoue avec humour que garder ce sang-froid est d'une difficulté extrême. Tu m'étonnes. La pulsion de réparer notre vanité blessée en écrasant l'autre est si forte que ne pas rendre coup pour coup demande une discipline de fer que peu de gens possèdent. Et c'est exactement ce qui rend cette analyse si rafraîchissante. Pour résumer l'esprit de ce qu'on vient de traverser, on a affaire à un manuel d'une lucidité redoutable. C'est un peu piquant pour l'ego humain, certes, mais c'est surtout profondément libérateur. Oui, ça remet les idées en place. Ça donne terriblement envie d'aller lire le livre en entier pour y découvrir les dizaines d'autres parades jubilatoires qui s'y cachent. Savoir comment notre propre cerveau peut être trompé, c'est la première étape vers la clarté. Et d'ailleurs, pour préserver cette clarté et surtout pour protéger sa paix mentale, l'auteur nous laisse avec un dernier conseil qui claque. Lequel ? Il recommande de ne pas débattre avec n'importe qui. Il estime que sur 100 personnes qu'on croise, il y en a peut-être une seule qui possède l'honnêteté et la rigueur qui valent la peine de lancer une vraie discussion. Les fameux 1%. Voilà. Les autres, si on essaie de bousculer leurs petites certitudes, elles vont juste se braquer, s'énerver et sortir l'artillerie lourde de la mauvaise foi. Voltaire disait que la paix vaut bien mieux que la vérité. Eh bien, choisir ses batailles, c'est peut-être la leçon de survie intellectuelle la plus précieuse à retenir. Cela soulève d'ailleurs une question importante et je dirais même une réflexion assez vertigineuse pour clore notre exploration. Si l'on admet que la majorité de nos interactions reposent sur ces joutes d'ego, sur cette recherche désespérée de la victoire à tout prix au détriment de la vérité, posons-nous la question des outils que nous utilisons aujourd'hui. Les outils technologiques, tu veux dire? Oui, pense aux algorithmes de nos réseaux sociaux modernes. Ne sont-ils pas au fond de gigantesques machines conçues précisément pour automatiser ces stratagèmes ? En récompensant le clash, les petites phrases chocs et l'indignation publique, nos plateformes numériques ont purement et simplement industrialisé le stratagème du public et l'attaque personnelle. C'est un peu effrayant vu comme ça. Est-ce que nous n'avons pas bâti, sans nous en rendre compte, une infrastructure technologique mondiale qui se nourrit exclusivement de notre vanité, nous transformant tous en gladiateurs involontaires dans une arène où la vérité n'a pas par définition plus aucune valeur face à la viralité de la victoire ? C'est une perspective qui devrait radicalement changer la façon dont nous scrollerons et réagirons la prochaine fois que nous serons tentés d'avoir le dernier mot en ligne.